Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Tu l'épouseras, Sophia, et je ne tolérerai pas de refus. Sophia Bennett manqua de lâcher la tasse de café qu'elle tenait. Sa belle-mère, Victoria, se tenait dans la cuisine, les bras croisés, le visage rouge de colère, serrant une enveloppe froissée. « Emily, qui ?» La voix de Sophia sortit plus aiguë qu'elle ne l'avait prévu. « James Harlan, le fils bâtard de la famille Harlan. » Victoria jeta l'enveloppe sur la table. « Il vient juste de sortir de prison. C'est un raté complet, mais sa famille est prête à payer l'opération de ta grand-mère en échange d'un mariage. » Sophia sentit le monde tourner. Sa grand-mère June était hospitalisée depuis une semaine, nécessitant une opération cardiaque d'urgence qui coûtait plus de 80 000 $. Elle n'avait pas cet argent. « Victoria, tu ne peux pas être sérieuse. Je ne connais même pas cet homme. »« Moi, si. » Victoria sortit son téléphone et montra une photo floue d'un homme mince avec une barbe naissante et des vêtements usés. James Harlan, 28 ans, vient de purger 3 ans pour, eh bien, peu importe pourquoi. L'important, c'est que la famille Harlan a de l'argent et qu'ils veulent quelqu'un pour l'épouser afin de redorer leur image. Sophia regarda la photo, essayant d'assimiler l'information. L'homme semblait ordinaire, être même un peu perdu. Pourquoi moi? Parce que tu es belle, instruite, et tu n'as pas le choix. Victoria se pencha par-dessous la table. Ta grand-mère a 48 heures, Sophia. Soit tu acceptes cette proposition, soit, le téléphone de Sophia sonna. C'était l'hôpital. Mademoiselle Bennett, vous devez venir d'urgence. L'état de votre grand-mère s'est détérioré. Sophia raccrocha, les mains tremblantes. Elle regarda Victoria, puis la photo floue sur le téléphone. Où est-ce que je signe? 2 heures plus tard, Sophia était assise dans un café bon marché du centre-ville, attendant de rencontrer son futur mari. Ses mains tremblaient alors qu'elle remuait du sucre dans son café pour la 5e fois. La porte s'ouvrit avec le tintement d'une clochette, et elle leva les yeux, s'attendant à voir l'homme de la photo. Au lieu de cela, quelqu'un de complètement différent entra. Grand, environ 1,85 m, avec des cheveux noirs parfaitement coupés, une mâchoire bien définie, et portant un costume qui coûtait clairement plus que le salaire mensuel de Sophia. Il regarda autour du café avec une expression presque amusée. Sophia reporta son regard sur la porte. Où était James Harlan? L'homme en costume marcha directement vers sa table. Sophia Bennett. Sa voix était profonde, assurée. Vous l'avez deviné, James Harlan. Il tendit la main. Enchanté de vous rencontrer. Sophia s'effigea. Cet homme ne ressemblait en rien à la photo que Victoria lui avait montrée. Il était magnifique. Complètement hors de sa portée. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. James sourit et ce sourire transforma complètement son visage. J'imagine que non. Puis-je m'asseoir? Sophia hocha la tête, encore sous le choc. Il s'assit avec grâce, et elle remarqua que ses mains étaient bien entretenues, sans callosité. Elle ne ressemblait pas à celle de quelqu'un qui venait de sortir de prison. Écoutez, je sais que cette situation est inhabituelle, dit James en se penchant en avant. Mais je veux que vous sachiez que je prendrai soin de vous. Ce n'est pas un vrai mariage, évidemment, mais pendant le temps que nous passerons ensemble, vous n'aurez à vous soucier de rien. Pourquoi avez-vous besoin de vous marier? La question sortit avant qu'elle ne puisse se censurer. James hésita un instant. Disons que ma famille a certaines attentes et que je dois les remplir pour avoir accès à certaines choses. Héritage, quelque chose comme ça. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de son costume. Voici les documents. Si vous signez, l'argent pour l'opération de votre grand-mère sera transféré aujourd'hui. Sophia regarda l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un contrat de mariage, un chèque et une bague. Une bague qui n'était certainement pas bon marché. Vous aviez déjà tout préparé. Je prépare toujours toutes les éventualités. James la regarda feuilleter les documents. Il y a des clauses spécifiques. Nous vivrons ensemble pendant 6 mois. Nous devrons apparaître ensemble à des événements sociaux. Et... Il s'arrêta. Et ma famille est intense. Ils voudront vous rencontrer. Ils poseront des questions. Ils testeront si notre relation est réelle. Sophia sentit un frisson dans l'estomac. Tester comment? Ils observeront comment nous interagissons. Si nous connaissons des détails l'un sur l'autre, si nous montrons une affection naturelle. Vous dites que nous devrons prétendre être amoureux? James la regarda dans les yeux pour la première fois depuis qu'il s'était assis. En gros, oui. Sophia pensa à sa grand-mère allongée en soins intensifs, attendant une opération qui pourrait la sauver. Elle pensa à l'expression désespérée sur son visage quand les médecins expliquaient les risques d'attendre. Où est-ce que je signe? Il vit où? Sophia se tenait devant un manoir qui semblait tout droit sorti d'un film. 3 étages, des jardins parfaitement entretenus, et une fontaine au centre de l'allée circulaire. James se tenait à côté d'elle, portant sa seule valise. C'est temporaire, dit-il,
clairement mal à l'aise. Jusqu'à ce que nous trouvions notre propre endroit. James, ce n'est pas une maison. C'est une station balnéaire. Lay. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte principale s'ouvrit et une femme élégante d'environ 50 ans apparut. Elle portait une robe qui coûtait plus que la voiture de Sophia et ses cheveux étaient tirés en un chignon parfait. James. Elle descendit les marches, les bras ouverts. Enfin. Et ce doit être la fameuse Sophia. Tante Lydia. James embrassa la joue de la femme. Sophia, voi ci ma tante Lydia. C'est, disons, la matriarche de la famille. Lydia tendit les mains et serra celles de Sophia avec un sourire chaleureux. Chérie, quel plaisir de vous rencontrer enfin. James a tellement parlé de vous. Sophia lança un regard rapide à James. Quand exactement avait-il parlé d'elle? Le plaisir est pour moi, Madame Harlan. Lydia, s'il vous plaît. Nous sommes de la famille maintenant. Lydia les guida à l'intérieur de la maison. Bénès. Tout le monde est impatient de rencontrer la femme qui a enfin conquis le cœur de notre James. Le hall d'entrée était encore plus impressionnant à l'intérieur, sols en marbre, lustres en cristal, et un double escalier qui s'élevait élégamment vers le deuxième étage. Tout le monde, murmura Sophia à James. J'aurais dû mentionner que ma famille est nombreuse. Mais, comme invoqué, plusieurs personnes commencèrent à apparaître de différentes directions. Un homme grand et chauve, clairement le patriarche, marchait avec une canne ornée. Une femme blonde avec un accent que Sophia ne pouvait identifier venait de la cuisine, séchant ses mains sur un tablier. Deux hommes plus jeunes descendirent les escaliers en courant, se disputant bruyamment à propos de quelque chose. Famille Harlan. Lydia frappa dans ses mains pour attirer l'attention. J'aimerais vous présenter officiellement Sophia Bennett, la fiancée de James. Les patriarches s'approchent en première. Robert Harlan. Il tendit la main. Le père de James. Sophia manqua de s'étouffer. Père? Mais James avait dit qu'il était un fils bâtard. Très heureuse de vous rencontrer, Monsieur Harlan. Robert, s'il vous plaît. Bienvenue dans la famille. Il se tourna vers James. Elle est encore plus belle que tu ne l'avais décrite. Encore une fois, Sophia regarda James, confuse. Quand l'avait-il décrite? La femme blonde s'approcha. Je suis Greta, la cuisinière, mais ici tout le monde me traite comme de la famille. Elle serra Sophia chaleureusement dans ses bras. James m'a dit que vous adorez la cuisine thaïlandaise. J'ai préparé un festin spécial. Jaore la cuisine thaïlandaise. Sophia répondit automatiquement, bien qu'elle ne se souvienne pas l'avoir mentionné. Les deux hommes plus jeunes s'approchèrent. Lucas se présenta le premier. Cousin de James, avocat de la famille. Ethan, dit le second, également cousin. Je gère les affaires familiales. Affaires? Demanda Sophia. Investissement? Répondit rapidement James. Rien de très intéressant. Lydia frappa à nouveau dans ses mains. Eh bien, et si nous montrions à Sophia où vous logerez? J'ai préparé la suite au 3e étage. En montant les escaliers, Sophia murmura à James. Suite, comme dans un seul lit? 2 lits, murmura-t-il en retour. Je l'ai déjà arrangé. La suite était plus grande que tout l'appartement de Sophia. Elle comprenait un salon, une chambre principale avec un lit king size, et une petite chambre avec un lit simple. James a toujours dormi dans la petite chambre, expliqua Lydia. Il souffre d'insomnie. Il ne voulait pas vous déranger. Sophia regarda James, qui était clairement mal à l'aise. Comme c'est attentionné, dit-elle. Eh bien, je vous laisse vous installer. Le dîner est à 19 heures. Lydia s'arrêta à la porte. Oh, et Sophia, demain j'ai une surprise pour vous. Surprise? Nous allons faire du shopping pour votre robe de mariée. Sophia sentit son sang se glacer. Robe de mariée? Pour la cérémonie de renouvellement des vœux? Bien sûr, nous ne pouvons pas vous laisser marier seulement à la mairie. La famille Harlan a des traditions. Lydia partit, fermant la porte derrière elle. Sophia se tourna vers James, qui passait ses mains dans ses cheveux. Renouvellement des vœux? J'ai être oublié de mentionner certaines choses. Certain choses? Explosa Sophia. James, ta famille est stricte. Tu n'es clairement pas sorti de prison. Ton père te traite comme un héritier, et maintenant nous allons avoir une vraie cérémonie de mariage. James s'assit sur le lit, l'air vaincu. C'est compliqué. Alors rends-le simple. Je ne peux pas. Passenkole. Il la regarda. Mais je peux te dire une chose. Rien de ce que tu vois n'est un mensonge. Ma famille t'aime vraiment. Comment peuvent-ils m'aimer? Ils viennent juste de me rencontrer. Parce que je leur ai parlé de toi quand nous nous sommes rencontrés hier. James resta silencieux un long moment. James Harlan, tu m'arranges folle. Je sais, et je suis désolé pour ça. Il s'éleva. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance, au moins pour les 6 prochains mois. Vas-tu me donner une quelconque explication? Je le ferai quand le moment sera venu. Sophia se jeta dans le fauteuil du salon. C'est insensé. Je sais. James s'approcha. Mais tu as sauvé ta grand-mère. L'opération s'est bien passée. Oui. Elle se remet.
Sofia les regarda. Merci pour ça. Ne me remercie pas encore. Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Quel genre de travail? Eh bien, pour commencer, tu dois apprendre ma couleur préférée, ma nourriture préférée, et comment j'aime mon café. Parce que demain pendant le shopping, ma tante Lydia posera exactement ces questions. Sofia soupira. Quelle est ta couleur préférée? Bleu. Bleu comme tes yeux. Elle le regarda, surprise. Tu n'avais même pas remarqué la couleur de mes yeux. Si. C'était la première chose que j'ai remarquée quand tu es entré dans le café. Pendant un moment, quelque chose vacilla entre eux. Quelque chose qui semblait dangereusement réel. Celle-ci ou celle-là? Lydia brandit 2 robes de mariée qui valaient probablement chacune plus que le salaire annuel de Sofia. Elle se tenait dans une boutique nuptiale exclusive de Manhattan, entourée de miroirs, de soie, et d'au moins 6 assistantes de vente qui apportaient sans cesse du champagne et des macarons. Elles sont toutes les deux magnifiques, dit Sofia, submergée. Sotis. L'une d'elles est parfaite pour toi, et l'autre est juste belle. Lydia examina les robes avec un œil critique. La première met en valeur ta silhouette, mais la seconde fait ressortir tes yeux. Qu'en penses-tu, James? James, qui avait été traîné pour cette expédition shopping, leva les yeux de son téléphone. Ce qui rend Sofia heureuse. Comme c'est romantique, dit Lydia avec un sarcasme évident. Chérie, tu dois être plus précis. Une femme se souvient de ces détails pour toujours. Sofia observa James ranger son téléphone et vraiment regarder les robes. Son expression devint sérieuse, presque professionnelle. La seconde, dit-il enfin. Les détails en dentelle sur les manches correspondent à la forme de ses clavicules et la couleur fait ressortir les reflets dorés dans ses yeux. Sofia le fixa. Reflets dorés? Elle avait des reflets dorés dans les yeux? Parfait. Lydia frappa dans ses mains. Voyez, il fait attention. Maintenant, parlons des chaussures. Pendant les 2 heures suivantes, Sofia fut mesurée, ajustée et stylisée. Lydia avait des opinions sur tout, de la hauteur des talons. Tu dois être assez grande pour paraître élégante à côté de James, mais pas si grande que tu le dépasses sur les photos. Aux bijoux, les saphirs de la famille Harlan, évidemment, mais nous avons besoin de quelque chose d'emprunté qui ait une signification personnelle. En parlant de signification, dit Lydia pendant que Sofia essayait la 5e paire de chaussures, raconte-moi comment vous vous êtes rencontrés. Sofia sentit son cœur s'arrêter. Il n'avait pas préparé cette question. C'était, commença-t-elle, complètement par hasard. James l'interrompit avec fluidité. J'étais en train de vivre la pire journée de ma vie, assis dans ce petit café de la 5e rue, et elle est entrée comme un rayon de soleil perçant des nuages d'orage. Sofia le regarda, surprise par la poésie de ses mots. Il avait l'air si triste, se surprit-elle à dire, suivant son exemple. Je ne pouvais pas simplement passer à côté, alors je me suis assise et lui ai demandé s'il allait bien. Et elle a écouté, continua James, les yeux fixés sur Sofia. Vraiment écouté. Pas juste en attendant son tour de parler, mais elle m'a entendu. C'était la première fois en des mois que quelqu'un m'avait vraiment entendu. Comme c'est romantique. Lydia soupira. Et quand as-tu su que c'était de l'amour à nouveau? Sofia paniqua, mais James était prêt. Quand elle s'est endormie dans ma voiture 3 semaines plus tard. Nous avions parlé toute la nuit de tout, livres, rêves, peurs, et elle m'a assez fait confiance pour s'endormir. Je l'ai regardée et j'ai pensé, je veux protéger cette personne pour le reste de ma vie. La boutique devint silencieuse. Même les assistantes de vente avaient arrêté ce qu'elles faisaient pour écouter. Sofia sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. La façon dont James racontait l'histoire, cela semblait si réel, si vivant qu'elle pouvait presque se souvenir que cela s'était produit. « Et toi, chérie ?» demanda Lydia. « Quand l'as-tu su ?» Sofia regarda James, qui l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Quand il s'est souvenu, dit-elle doucement. 3 mois après notre rencontre, il est apparu à mon appartement avec de la nourriture thaïlandaise et du thé aux perles. J'avais mentionné une fois, juste une fois, que j'avais une mauvaise journée et que la nourriture thaïlandaise était mon réconfort. Il s'est souvenu de quelque chose que j'avais dit en passant et a assez pris soin de moi pour agir en conséquence. » L'expression de James changea. Quelque chose vacilla dans ses yeux qui semblaient presque surpris. « Oh là là! Tiens !» Lydia rayonnait pratiquement. « Vous êtes parfaits ensemble. Robert va adorer cette histoire. » En quittant la boutique, les bras chargés de sacs et avec une robe qui serait livrée la semaine prochaine, Sofia marcha en silence à côté de James. « D'où ça sortait ?» demanda-t-elle enfin. « Quoi ?» L'histoire, les détails. « Moi. Tu avais l'air de te souvenir de quelque chose de réel. » James resta silencieux un long moment. « Peut être que c'était le cas. Que veux-tu dire ?»« Rien. Oublie que j'ai dit ça. » Mais Sofia ne pouvait pas oublier. La façon dont il décrivait leur rencontre, les détails spécifiques sur le soleil et les nuages d'orage, la tendresse dans sa voix quand il parlait de la protéger. Cela semblait trop réel pour être inventé sur le moment.
Ils retournèrent au manoir Alan pour le trouver dans le chaos. Il y avait des traiteurs partout, des fleuristes arrangeant d'énormes bouquets, et ce qui ressemblait à une organisatrice de mariage avec un presse-papier aboyant des ordres à tout le monde. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Sophia. « La fête de fiançailles, » dit Lydia nonchalamment. « Demain soir. Juste une petite réunion. » « Petite ?» Sophia regarda l'armée de personnel. « Combien de personnes ?»« Environ 200. »« 200 ?» Sophia se sentit défaillir. « Lydia, je ne peux pas. Je ne sais pas comment me comporter à une fête avec 200 personnes. Tu seras parfaite, chérie. Reste juste près de James et sois toi-même. Mais s'il pose des questions, si quelqu'un sait que je ne suis pas vraiment. » Et James lui prit la main. « Regarde-moi. » Sophia leva les yeux et pendant un moment tout le reste s'effaça. Ses mains étaient chaudes, stables, et ses yeux étaient complètement concentrés sur elle. « Tu n'es pas une impostrice, » dit-il doucement. « Tu es exactement là où tu es censé être. Ces gens vont t'aimer parce que tu es authentique, gentille, et plus forte que tu ne le réalises. Comment le sais-tu? Parce que je t'ai observé. La façon dont tu t'inquiètes pour ta grand-mère. La façon dont tu essaies de faire le bien pour tout le monde, même quand tu es terrifié. La façon dont tu regardes ma famille comme si tu essayais de les mémoriser. Tu as un bon tour, Sophia. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simuler. Pour la deuxième fois ce jour-là, Sophia sentit quelque chose changer dans sa poitrine. La façon dont James la regardait, lui parlait, c'était comme s'il la voyait vraiment, pas la fille désespérée qui avait signé un contrat, mais elle. « James, combien ça t'est ? » Mademoiselle Sophia, une voix les interrompit. « Appel téléphonique pour vous. » C'était Greta tenant un téléphone sans fil avec une expression préoccupée. « C'est l'hôpital, » dit-elle doucement. Le cœur de Sophia s'arrêta. Elle saisit le téléphone avec des mains tremblantes. « Allô? Mademoiselle Bennett. C'est le docteur Ramirez. Votre grand-mère vous demande. » Elle est consciente et stable, mais elle semble bouleversée par quelque chose. Elle n'arrête pas de parler d'un mariage. Sophia ressentit à la fois du soulagement et de la panique. « J'arrive tout de suite. » Elle raccrocha et se tourna vers James. « Je dois aller à l'hôpital. Ma grand-mère est réveillée, mais c'est somehow, pour le mariage. Je te conduis, » dit immédiatement James. « Tu n'as pas à le faire, Sophia. » Sa voix était ferme. « Je te conduis. » Pendant le trajet en voiture, l'esprit de Sophia s'emballa. Comment sa grand-mère avait-elle découvert le mariage? Que dirait-elle quand elle rencontrerait James? Comment allait-elle expliquer tout cela? Elle va le savoir, dit soudain Sophia. Grand-mère June. Elle va nous regarder une fois et savoir que ce n'est pas réel. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'elle m'a élevé. Elle sait quand je mens, quand j'ai peur, quand je prétends. Elle va voir clair dans tout ça. James se gara sur le parking de l'hôpital, et se tourna vers elle. Alors ne prétends pas. Quoi? Ne prétends pas. Sois toi-même. Sois la petite fille qu'il aime assez pour épouser un inconnu afin de sauver sa vie. Sois la femme assez courageuse pour faire un saut dans la foi pour sa famille. Sois la personne qui est assise ici, morte d'inquiétude pour ce qu'une femme âgée pensera de ses choix. Et toi? Et si elle te pose des questions sur tes sentiments? James resta silencieux un moment, ses mains toujours sur le volant. Je lui dirai la vérité, qui est? Il se tourna pour la regarder, et Sophia retint son souffle. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de brut et honnête et un peu effrayé, que je commence à penser que cela pourrait être la meilleure décision que j'ai jamais prise. Avant que Sophia ne puisse comprendre ce que cela signifiait, il était sorti de la voiture et ouvrait sa porte, lui offrant sa main pour l'aider à descendre. En marchant vers l'entrée de l'hôpital, Sophia réalisa que quelque part entre la boutique nuptiale et ce moment, quelque chose de fondamental avait changé, elle ne jouait plus un rôle. La ligne entre le faux et le réel devenait de plus en plus floue à chaque heure, et elle n'était pas sûre si cela la terrifiait ou l'excitait. Peut être les deux. June, murmura Sophia en entrant dans la chambre d'hôpital. Comment te sens-tu? Sa grand-mère semblait minuscule dans le lit d'hôpital, mais ses yeux étaient vifs et alertes. June Bennett avait toujours été petite de stature, mais énorme de présence, et même connectée à des machines et des moniteurs, elle dominait la pièce. Beaucoup mieux maintenant que je peux voir ma petite fille, dit June en anglais teinté d'accent, puis passa au mandarin. Mais je veux savoir pour cet homme que tu as épousé. Sophia sentit James se raidir à côté d'elle. Grand-mère, voici James Harlan. James, voici ma grand-mère, June Bennett. James s'avança, et, à la complète surprise de Sophia, s'inclina légèrement avant de tendre la main. Madame Bennett, c'est un honneur de vous rencontrer. Sophia parle de vous constamment. June l'étudia longuement, ses yeux passant de son visage à ses mains, à ses chaussures, puis revenant à son visage. Asseyez-vous, ordonna-t-elle, pointant la chaise à côté de son lit. Tous les deux. Ils s'assirent et June continua son examen de James. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Qu'attendiez-vous? Demanda doucement James.
Quelqu'un d'assez désespéré pour épouser ma petite fille pour de l'argent. La voix de June était directe. Victoria m'a parlé de l'arrangement. Ne soyez pas si choqués, enfant, dit-elle à Sophia. Je suis être vieille, mais je ne suis pas stupide. Sophia sentit son visage brûler de honte et d'embarras. Grand-mère, je peux expliquer. Pas besoin d'expliquer. Tu as fait ce que tu devais faire pour sauver la vie d'une vieille femme insensée. June tendit la main et prit celle de Sophia. Mais je veux comprendre pourquoi cet homme a accepté d'aider. Elle reporta son regard perçant sur James. Qu'obtenez-vous de cet arrangement, monsieur Harlan? James resta silencieux un moment, et Sophia retint son souffle. C'était ça. Sa grand-mère allait voir clair dans tout. Il y a 6 mois, dit enfin James, j'ai fait des choix qui ont profondément déçu ma famille. Des choix qui ont blessé des gens que j'aime. Ce mariage me donne une chance de prouver que je peux être l'homme qu'ils m'ont élevé pour être au lieu de l'homme que je suis devenu. Quel genre de choix? Le genre qui vous fait atterrir dans des endroits où vous n'auriez jamais pensé être. Entouré de gens avec qui vous n'auriez jamais pensé vous associer. Faisant des choses que vous n'auriez jamais pensé faire. La voix de James était stable, mais Sophia pouvait entendre quelque chose en dessous. De la douleur, être, ou du regret. J'ai perdu de vue qui j'étais censé être. June hocha lentement la tête. Et ma petite fille? Que représente-t-elle dans cette rédemption? Sophia s'attendait à une autre réponse soigneusement élaborée, un autre morceau de leur histoire fictive. Au lieu de cela, James se tourna pour la regarder, et l'expression sur son visage fit bondir son cœur. Elle me rappelle qui je veux être, dit-il doucement. Chaque jour, je la vois s'inquiéter pour tout le monde sauf elle-même. Je la vois essayer de mettre tout le monde à l'aise, même quand elle est terrifiée. Je la vois choisir la gentillesse quand elle pourrait choisir l'égoïsme. Elle me donne envie d'être digne de ce genre de bonté. La pièce devint silencieuse sauf pour le bip des moniteurs. June étudia leurs 2 visages pendant ce qui sembla une éternité. Mfa, dit-elle enfin. Et toi, comment te sens-tu à son sujet, Sophia? Sophia ouvrit la bouche pour donner la réponse préparée, mais les mots qui sortirent la surprirent. Il n'est pas non plus ce à quoi je m'attendais. Il me fait me sentir en sécurité et vu, comme si j'avais de l'importance au-delà de ce que je peux faire pour les autres. Oui. Montre-moi tes mains, dit soudain June à James. Confus, James tendit les mains. June les prit dans les siennes plus petites, les retournant, examinant ses paumes et ses doigts. D'ossès, dit-elle. Mais il y a des callosités ici sur le bout des doigts, récentes. Vous avez travaillé avec vos mains, mais pas de travail manuel. Quel genre de travail? James semblait mal à l'aise. J'ai appris le travail du bois, construire des choses. Quel genre de choses? Des meubles, surtout. J'ai construit une bibliothèque pour Sophia la semaine dernière. Sophia le fixa. Tu as fait quoi? Elle sera livrée à ton appartement demain. James dit, l'air presque gêné. Tu as mentionné que tes livres étaient empilés par terre parce que tu ne pouvais pas te permettre une bonne bibliothèque. Alors Tu m'as construit une bibliothèque? Sur mesure, dit-il doucement, avec des étagères réglables pour différentes tailles de livres et une section spéciale pour tes fournitures d'art. Sophia sentit des larmes piquer ses yeux. Elle avait mentionné les livres une fois en passant lors d'une de leurs conversations pour apprendre à se connaître. Et il n'avait pas seulement retenu, mais il avait agi. Intéressant, dit June, tenant toujours les mains de James. La plupart des hommes qui se marient par convenance ne construisent pas de meubles pour leurs épouses. La plupart des hommes n'ont pas d'épouse comme Sophia, répondit James. June relâcha ses mains et s'appuya contre ses oreillers. Une dernière question, pour vous deux. Que se passe-t-il quand cet arrangement prend fin? Sophia et James se regardèrent. Ils n'en avaient jamais discuté. Le contrat disait 6 mois, mais que se passait-il après? Il n'avait jamais planifié au-delà de sauver sa grand-mère et de remplir l'obligation mystérieuse de James envers sa famille. Je ne sais pas, admit Sophia. Moi non plus, dit James. Je suppose que nous le découvrirons quand nous y serons. June sourit pour la première fois depuis leur arrivée. Bonne réponse. Si vous aviez tout planifié, j'aurais su que vous mentiez. Elle les regarda Sophia. Celui-ci me plaît. Bien mieux que ce garçon que tu as fréquenté à l'université. Grand-mère, quoi? Il n'avait aucune ambition et de terribles manières à table. Celui-ci construit des meubles et te regarde comme si tu avais accroché la lune. June agita la main avec désinvolture. Maintenant, parle-moi de cette fête de fiançailles dont j'ai entendu les infirmières parler. Pendant l'heure suivante, ils restèrent avec June alors qu'elle les bombardait de questions sur la famille Harlan, la fête, les plans de mariage. James répondit à tout avec patience et détail, décrivant les membres de sa famille avec une affection sincère et la planification de fête de sa tante Lydia avec une tolérance amusée. Elle semble redoutable, dit June quand James finit de décrire le plan de table sur 3 pages de Lydia pour le dîner. Elle l'est, mais elle a un bon cœur. Elle veut que tout le monde soit heureux, même si ses méthodes sont un peu intensives. Et cette fête est demain soir. Malheureusement, oui, dit Sophia. J'ai peur. 200 personnes et je ne connais personne, sauf la famille Harlan.
Sottise, dit fermement. June, tu sais comment être gracieuse. Tu sais comment écouter. Tu sais comment mettre les gens à l'aise. Ce sont les seules compétences dont tu as besoin à une fête. Mais s'ils posent des questions sur notre relation, si quelqu'un voit clair en nous, alors tu leur dis la vérité, dit simplement June. Quelle vérité? Que vous vous souciez l'un de l'autre, que vous apprenez à vous faire confiance, que vous construisez quelque chose ensemble, même si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est encore. June les regarda tour à tour. Ces choses sont vraies, n'est-ce pas? Sophia regarda James, qui la regardait en retour avec une expression qu'elle commençait à reconnaître, quelque chose de chaleureux et stable et un peu vulnérable. Oui, dit-elle doucement. Elles sont vraies. Quand les heures de visite se terminèrent, ils retournèrent au parking dans un silence confortable. L'air du soir était frais, et les lumières de la ville commençaient à scintiller autour d'eux. Ta grand-mère est remarquable, dit James en arrivant à la voiture. Elle a vu clair en nous. Vraiment? Ou a-t-elle vu quelque chose que nous n'avons pas encore vu? Sophia s'arrêta de marcher. Que veux-tu dire? James se tourna vers elle, s'appuyant contre la voiture. Sophia, quand je lui ai dit que tu me rappelles qui je veux être, ce n'était pas une partie de notre histoire fictive. C'était vrai. La bibliothèque est réelle, aussi. Très réelle. Ça m'a pris 3 semaines à construire parce que je n'arrêtais pas de refaire les mesures. Je ne suis pas aussi doué en travail du bois que je l'ai prétendu. Sophia sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que ça semblait trop réel. Tout ça est censé être temporaire, pratique, faux, mais quelque part en chemin, ça a commencé à ressembler à autre chose. Quel genre d'autre chose? Je ne sais pas encore. C'est ce qui me fait peur. Ils se tinrent là dans le parking, les lumières de la ville se reflétant sur les pare-brises autour d'eux, et Sophia sentit la dernière de ses défenses s'effondrer. Elle était censée se protéger, se souvenir que tout cela n'était qu'un arrangement, garder son cœur en sécurité, mais quand James la regardait comme ça, comme si elle était quelque chose de précieux et d'inattendu, il était impossible de se souvenir pourquoi elle avait besoin de protection en premier lieu. James? Oui? Demain soir à la fête. Je ne veux plus prétendre. Que veux-tu faire à la place? Je veux voir ce qui se passe si nous sommes simplement nous-mêmes ensemble. James sourit, le genre de sourire qui transformait tout son visage. J'aimerais ça, aussi. En rentrant au manoir Harlan, Sophia réalisa que sa grand-mère avait raison sur une chose, James la regardait vraiment comme si elle avait accroché la lune. Et quelque part au cours des derniers jours, elle avait commencé à le regarder de la même façon, la fête de demain soir n'allait pas être une performance après tout. Ce serait leur premier vrai rendez-vous. Cette pensée aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, cela ressemblait à rentrer à la maison. Respire, Sophia. Juste respira. Sophia se tenait devant le miroir en pied de la suite principale du manoir Harlan, portant une robe bleu nuit que Lydia avait insisté être parfaite pour faire ressortir ses yeux. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait d'attacher un délicat collier de diamants qui avait appartenu à la grand-mère de James. « Je ne peux pas faire ça. » Elle murmura à son reflet. 200 personnes, James. 200 personnes qui vont regarder chacun de nos mouvements, analyser chaque mot, chercher tout signe que nous n'appartenons pas ensemble. Et James apparut derrière elle dans le miroir, l'air dévastateur dans un smoking noir parfaitement taillé. « Regarde-moi. » Elle se tourna, et il prit doucement le collier de ses doigts tremblants. « Puis-je » Sophia hocha la tête, relevant ses cheveux pour qu'il puisse attacher le fermoir. Ses doigts effleurèrent la nuque de son cou, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Tu es incroyable, » dit-il doucement, ses mains reposant légèrement sur ses épaules. « Mais plus important, tu ressembles à toi-même. Cynthia. C'est tout ce que quiconque pourrait vouloir. Et si je dis la mauvaise chose? Et si j'utilise la mauvaise fourchette? Et si quelqu'un demande nos plans de lune de miel ou nos futurs enfants? Ou, Sophia, James la tourna pour lui faire face complètement. Me fais-tu confiance? Oui, dit-elle sans hésitation et réalisa qu'elle le pensait complètement. Alors fais confiance à ça. Nous allons nous en sortir. Mieux que bien. Nous allons être extraordinaires. Il sourit et elle sentit une partie de son anxiété s'apaiser. D'ailleurs, j'ai de bonnes sources que tu es charmante, intelligente, et que tu as d'excellents instincts sur les gens. De quelle autorité? La mienne. Il lui offrit son bras. Prête à rencontrer notre public? La salle de bal du manoir Harlan avait été transformée en quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables rondes drapées de soie ivoire. Chaque centre de table était un chef-d'œuvre de roses blanches et de lierre retombant. Un petit orchestre jouait du jazz doux dans un coin tandis que des serveurs en tenue formelle se déplaçaient gracieusement dans la foule, portant des plateaux d'argent de champagne et d'amuse-bouche. « Mon Dieu !» souffla Sophia alors qu'il se tenait au sommet du grand escalier, regardant la foule scintillante en bas. « Mesdames et messieurs, » annonça le chef d'orchestre, « puis-je présenter les invités d'honneur, Monsieur James Harlan et sa fiancée, Mademoiselle Sophia Bennett. »
Un silence collectif tomba sur la salle alors que tous les regards se tournèrent vers eux. Sophia sentit ses genoux faiblir, mais le bras de James était stable sous sa main. « Souris » murmura-t-il. « Ils vont t'adorer. » Chaud. Ils descendirent l'escalier ensemble, et Sophia fut étonnée de constater que les gens semblaient vraiment ravis de les voir. Elle reconnut certains visages des photos que James lui avait montrées, associés d'affaires, famille, amis, parents éloignés, mais beaucoup étaient de parfaits inconnus qui néanmoins souriaient chaleureusement et levaient leur verre en salut. Lydia apparut au bas des escaliers, resplendissante en soie vert émeraude. « Chérie », elle serra Sophia chaleureusement dans ses bras. « Tu es absolument radieuse. Viens, il y a tellement de gens qui veulent te rencontrer. » L'heure suivante passa dans un tourbillon de présentations. Sophia rencontra la grand-tante Clara de James, qui avait 93 ans et des histoires scandaleuses sur chaque membre de la famille remontant aux années 1960. Elle discuta avec sa cousine Amelia, chirurgienne pédiatrique fascinée par le travail de Sophia en tant que bibliothécaire pour enfants. Elle écouta poliment son associé d'affaires, Thomas, expliquer les subtilités de l'investissement immobilier commercial et parvint somehow à poser des questions intelligentes malgré ne rien connaître au sujet. « Tu es une naturelle », murmura James lors d'un bref moment où ils étaient seuls à leur table. « Regarde autour. Tout le monde est dehors. » C'était vrai. Partout où Sophia regardait, elle voyait des visages amicaux et des sourires sincères. Les gens semblaient vraiment intéressés par ses histoires sur le travail avec les enfants, ses plans pour étendre les programmes d'alphabétisation de la bibliothèque, la récupération de sa grand-mère. Personne ne la traitait comme une étrangère ou une intruse. Il la traitait comme de la famille. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle en retour. « Je ne suis personne de spécial. Je suis juste une bibliothécaire du Queens, qui peut à peine payer son loyer. »« Tu as tort là, dessus » dit sérieusement James. « Tu es extraordinaire. Tu ne le vois simplement pas encore. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Lydia apparut au micro sur la petite scène où l'orchestre avait joué. « Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. » La salle laissait toute progressivement. Comme vous le savez tous, nous sommes ici ce soir pour célébrer des fiançailles très spéciales. James a été la lumière de notre famille pendant 28 ans, et nous ne pourrions être plus ravis qu'il ait trouvé quelqu'un qui le rend encore plus lumineux. Sophia sentit ses joues chauffer alors que des applaudissements doux parcoururent la salle. Mais avant de continuer avec les festivités de la soirée, je crois que le couple heureux a quelque chose qu'ils aimeraient partager avec vous tous. James, Sophia. Listen to Sophia Siglas. Il n'avait préparé aucun discours. Il n'avait pas discuté de partager quoi que ce soit avec la foule. Elle regarda James paniqué, mais il se levait déjà, lui offrant sa main. « Viens, dit-il doucement. Nous avons ça. » D'une manière ou d'une autre, ses jambes la portèrent jusqu'au micro. La foule de visages en bas semblait énorme, expectante, attendant une déclaration profonde d'amour ou de plan futur. James prit le micro en première. « Merci à tous d'être ici ce soir. Quand je pense au voyage qui a réuni Sophia et moi, » il s'arrêta, la regardant avec une expression qui fit bondir son cœur. « Je réalise que parfois les meilleures choses de la vie viennent des endroits les plus inattendus. » Il lui passa le micro et l'esprit de Sophia devint complètement vide. 200 personnes la fixaient avec attente. Elle pouvait voir Lydia rayonnante de fierté, Robert hochant la tête encourageamment, Lucas et Ethan levant leur verre en anticipation. « Je » commença-t-elle, puis s'arrêta. Qu'était-elle censée dire? Qu'attendaient les gens d'entendre? Puis elle aperçut Greta près de la porte de la cuisine, toujours portant son tablier sur une robe de fête, des larmes dans les yeux alors qu'elle regardait la femme qui était devenue comme une fille pour elle en quelques jours. Elle vit Clara dans son fauteuil roulant, les mains anciennes jointes. Dans la joie, elle vit les visages de gens qui l'avaient accueillie sans question, qui avaient ouvert leur cercle familial pour l'inclure simplement parce que James le leur avait demandé. « Il y a 6 mois, dit Sophia, sa voix gagnant en force. Je pensais savoir à quoi ressemblerait ma vie. Je l'avais tout planifié, tout contrôlé, tout sûr. Et puis j'ai rencontré James et soudain, rien n'était comme je m'y attendais. » Elle le regarda debout à côté d'elle et sentit ce battement maintenant familier dans sa poitrine. « Il m'a appris que parfois les décisions les plus effrayantes mènent aux destinations les plus belles. Que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de choix. Que l'amour n'est pas seulement une question de trouver quelqu'un de parfait. C'est une question de trouver quelqu'un qui te donne envie d'être la meilleure version de toi-même. » La salle était complètement silencieuse maintenant, suspendue à chacun de ces mots. « Je ne peux pas promettre que notre avenir sera conventionnel ou prévisible, » continua-t-elle, pensant à leur contrat de 6 mois et au mystère encore entourant le passé de James. « Mais je peux promettre qu'il sera réel et honnête et plein du genre de joie qui vient de se choisir mutuellement chaque jour. » Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants. Les gens n'applaudissaient pas poliment. Ils acclamaient, sifflaient, certains essuyant même des larmes. Lydia pleurait ouvertement de bonheur, et Robert hochait la tête comme si elle venait de prononcer le discours du siècle. En revenant à leur table,
Personne après personne les arrêta pour offrir des félicitations et des éloges pour les mots de Sophia. Magnifique discours, chérie. Vous êtes parfaits ensemble. Quand est le mariage? Vous êtes exactement ce dont cette famille avait besoin. C'était incroyable, dit James quand ils eurent enfin un moment seuls. D'où ça sortait? Je ne sais pas, admit Sophia. J'ai regardé tous ces gens qui ont été si gentils avec moi. Et je voulais juste leur dire la vérité. Quelle vérité? Que tu as changé ma vie. Que ta famille a changé ma vie. Que je ne suis plus la même personne qu'il y a une semaine, et que je ne veux pas revenir à qui elle était à. L'expression de James devint sérieuse. Sophia, je sais ce que tu vas dire. C'est censé être temporaire. Nous avons un contrat. Nous avons un arrangement, mais je ne peux plus prétendre que ça ressemble à des affaires pour moi. Ça ne ressemble pas non plus à des affaires pour moi, dit-il doucement. Ça ne l'est pas depuis des jours. Alors à quoi ressemble-t-il? Avant qu'il ne puisse répondre, l'orchestre recommença à jouer. Et Lydia apparut à côté de leur table. C'est l'heure de la première danse, annonça-t-elle. Tout le monde veut voir le couple heureux sur la piste de danse. La foule s'écarta pour créer un cercle autour de la piste de danse en bois poli, au centre de la salle de bal. Sophia sentit son anxiété monter à nouveau. Elle n'était pas particulièrement bonne danseuse. Et maintenant elle devait se produire devant 200 personnes. Je ne sais pas vraiment danser, murmura-t-elle à James alors qu'il la guidait sur la piste. Suis juste mon exemple, dit-il, posant une main sur sa taille et prenant sa main avec l'autre. Et regardez-moi. Pas eux, juste moi. La musique commença, quelque chose de lent et romantique que Sophia ne reconnut pas, et James commença à bouger. À sa surprise, il était un excellent danseur, la guidant à travers les pas avec une telle habileté qu'elle se sentait gracieuse, élégante, comme si elle appartenait à ce monde de fêtes formelles et de robes de créateurs. Où as-tu appris à danser comme ça? Demanda-t-elle alors qu'il la faisait tourner gracieusement avant de la ramener dans ses bras. Leçons obligatoires quand j'étais plus jeune. Lydia insistait pour que tous les hommes harlans sachent danser correctement. Il sourit. Je détestais ça à l'époque, mais je suis reconnaissant maintenant. Alors qu'ils bougeaient ensemble sur la piste de danse, Sophia devint consciente que le reste du monde s'était effacé. Elle pouvait voir la foule les regarder, sourire et se balancer au rythme de la musique, mais ils semblaient distants, sans importance. Tout ce qui comptait était la chaleur de la main de James sur son dos, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce, le sentiment qu'il s'emboîtait parfaitement. Sophia, dit-il doucement alors que la chanson touchait à sa fin. Oui. Quand tout cela sera fini, la fête, le contrat, tout, je veux que tu saches que te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Même si nous nous sommes rencontrés dans des circonstances si étranges, surtout à cause de ça. Si nous nous étions rencontrés dans un café ou par des amis, je n'aurais être jamais eu le courage de vraiment te connaître. J'aurais être supposé que tu étais hors de ma portée et n'aurais jamais essayé. Hors de ta portée? Sophia rit. James, tu es son Harlan. Tu vis dans un manoir. Tu portes des costumes à $1000. Tu es bien hors de ma portée. Tu as tort, dit-il. Sérieusement. L'argent, les maisons, les costumes, rien de tout ça n'a d'importance. Ce qui compte, c'est le caractère, la gentillesse, le courage. Et tu en as plus des trois que quiconque j'ai jamais rencontré. La chanson se termina et la foule éclata en applaudissements une fois de plus. D'autres couples commencèrent à les rejoindre sur la piste de danse. Mais James et Sophia restèrent où ils étaient, se regardant dans les yeux, respirant tous deux un peu trop vite. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit urgentement James. Sur qui je suis vraiment, sur pourquoi j'avais besoin de ce mariage. Sur. James, te voilà. Une voix les interrompit. Ils se tournèrent pour voir un homme grand, impeccablement vêtu, dans la cinquantaine, s'approchant, flanqué de deux hommes plus jeunes en costume coûteux. Je t'ai cherché partout. L'expression de James changea immédiatement, devenant gardée, presque craintive. Monsieur Whitmore, dit-il prudemment. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Lydia m'a invité personnellement. Elle a dit qu'il était temps que je rencontre la femme qui a enfin dompté le célèbre James Harlan. Le sourire de l'homme était froid, calculateur. Bien que je doive dire, elle n'est pas ce à quoi je m'attendais pour l'héritier de la fortune Harlan. Sophia sentit le monde basculer. Héritier de la fortune Harlan? Elle regarda James, dont le visage avait pâli. Tu as sûrement parlé à ta charmante fiancée de ton héritage, continua Whitmore, sa voix assez forte pour que les invités proches entendent. Du fonds fiduciaire qui fait de toi l'un des jeunes hommes les plus riches du pays. De l'empire commercial que tu es destiné à hériter à tes 30 ans? Ce n'est pas. Commença James. Oh monsieur. Le sourire de Whitmore s'élargit. À moins, bien sûr, qu'il y ait une raison pour laquelle tu ne voudrais pas qu'elle sache. Une raison pour laquelle tu préférais continuer à jouer l'ex-détenu. Réformer plutôt que de révéler que tu es en réalité l'un des célibataires les plus convoités de la côte Est. La musique s'était arrêtée. Les conversations autour d'eux s'éteignaient alors que les gens se tournaient pour écouter.
Sophia sentait qu'elle ne pouvait pas respirer. Ex-détenu, murmura-t-elle. James, de quoi parle-t-il? C'est compliqué, dit désespérément James. Laisse-moi expliquer. Oh, tu ne savais pas. Whitmore semblait ravi. Ta fiancée a passé 3 ans en prison de sécurité minimale pour détournement de fonds. Bien que je suppose que quand on vaut 50 millions de dollars, un petit crime en col blanc n'est qu'une indiscrétion juvénile. La salle de bal était complètement silencieuse maintenant. 200 paires d'yeux étaient fixés sur eux, regardant le conte de fées s'effondrer en temps réel. Sophia se sentait exposée, ridicule, comme si tout le monde la voyait pour ce qu'elle était vraiment, une fille naïve qui avait été jouée par un maître manipulateur. 50 millions de dollars, répéta T.L. engourdi. À peu près, dit nonchalamment Whitmore. Selon les fluctuations du marché, bien sûr. Le fonds fiduciaire de la famille Harlan est assez substantiel. Sophia regarda James, qui la fixait avec des yeux désespérés, essayant clairement de communiquer quelque chose sans mots. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser était chaque conversation qu'ils avaient eue. Chaque moment de connexion qu'elle pensait réel. Chaque fois qu'il l'avait fait se sentir spécial et choisi et digne d'amour. Il était multimillionnaire, héritier d'un empire commercial, quelqu'un qui pouvait épouser n'importe qui, avoir n'importe qui, choisir n'importe qui, et il l'avait choisi non pas parce qu'il se souciait d'elle, mais parce qu'elle était pratique, désespérée, assez reconnaissante pour signer un contrat sans poser trop de questions. Sophia, dit doucement James. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Non. Mais Sophia reculait déjà de lui, secouant la tête. La belle robe que Lydia avait choisie semblait soudain un costume, le collier de diamant un collier. Elle jouait à se déguiser dans un monde où elle n'appartenait pas avec un homme qui lui avait menti depuis le moment où ils s'étaient rencontrés. J'ai besoin d'air, parvint-elle à dire. Et puis elle courut. Elle se fraya un chemin à travers la foule d'invités choqués, ignorant les appels de Lydia et la voix préoccupée de Robert, et s'enfuit vers les portes-fenêtres du manoir menant au jardin. Derrière elle, elle pouvait entendre James appeler son nom, entendre le murmure de 200 voix commençant à bourdonner de scandales et de spéculations. Mais elle ne s'arrêta pas de courir jusqu'à ce qu'elle soit dehors dans l'air frais de la nuit, entourée d'obscurité et de silence et de la réalisation écrasante que tout, absolument tout, avait été un mensonge. Sophia se retrouva dans le jardin de roses du manoir Harlan, assise sur un banc de pierre à côté d'une fontaine qui scintillait sous la lune. Sa belle robe était étalée autour d'elle comme une flaque bleu nuit, mais elle remarqua à peine le froid qui s'infiltrait à travers le tissu fin. Son esprit était en ébullition, essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours des 10 dernières minutes. 50 millions de dollars, ex-détenu, héritier d'un empire commercial. Tout, chaque conversation, chaque moment de connexion, chaque toucher doux et geste attentionné, avait été construit sur des mensonges. Elle avait été si naïve de croire que quelqu'un comme James pouvait vraiment se soucier de quelqu'un comme elle. Bien sûr, tout n'avait été qu'un jeu. Bien sûr, il avait des motifs cachés. Bien sûr. Elle avait été assez naïve pour tomber dans le panneau. Sophia, elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas supporter de le regarder en ce moment. Ne pouvait pas se faire confiance pour ne pas soit lui crier dessus, soit éclater en larmes. Peut être les deux. S'il te plaît. La voix de James était plus proche maintenant. Laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Elle se tourna enfin pour lui faire face et fut surprise de voir à quel point il semblait misérable. Ses cheveux parfaits étaient ébouriffés, son nœud papillon défait, son expression habituellement composée complètement brisée. Expliquer comment tu m'as menti depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. Expliquer comment tu m'as laissé m'inquiéter pour l'argent et me battre avec le sentiment d'être digne de ta famille alors que tu vaux plus que ce que je gagnerais en 10 vies. Ce n'est pas si simple. C'est exactement si simple. Sophia se leva, la colère l'emportant enfin sur la douleur. Tu es riche, James. Incroyablement, impossibly riche. Tu n'avais pas besoin de ma signature sur un contrat de mariage pour accéder à un petit héritage. Tu n'avais pas besoin d'épouser une personne désespérée pour prouver quoi que ce soit à ta famille. Alors, de quoi s'agissait-il vraiment? James passa ses mains dans ses cheveux, faisant les 100 pas devant la fontaine. Tu as raison. Je t'ai menti. Je t'ai menti depuis le début, et je me déteste pour ça. Ce n'est pas une réponse. La vérité est. Il s'arrêta de faire les 100 pas et la regarda directement. J'ai bien été en prison 3 ans pour détournement de fonds, mais ce n'est pas ce que tu penses. Ce que je pense, c'est que tu es un criminel qui m'a manipulé pour un mariage fictif pour des raisons que je ne comprends toujours pas. J'ai pris la chute pour quelqu'un d'autre. Sophia Klingnaesio. Quoi? Mon frère cadet Lucas. Tu l'as rencontré? Il est l'avocat de la famille maintenant. Il a fait des décisions financières incroyablement stupides quand il avait 22 ans, dettes de jeu, mauvais investissements, et quand il ne pouvait pas les rembourser, il a commencé à emprunter dans les comptes clients du cabinet d'avocats où il travaillait. James s'assit lourdement sur le banc où elle était assise, fixant ses mains. Quand tout a été découvert, Lucas faisait face à une peine de prison sérieuse. Une vraie prison,
Pas l'endroit de sécurité minimal où j'ai fini. Il aurait été détruit. Il sortait à peine de l'université, effrayé, désespéré, et il a une condition cardiaque qui aurait rendu la prison dangereuse pour lui. Alors, tu as avoué des crimes que tu n'avais pas commis. J'étais plus âgé, plus stable, mieux capable de gérer les conséquences. Et Lucas sait. La voix de James se brisa légèrement. Il est le bon, tu sais, celui qui méritait vraiment d'hériter de l'héritage familial. Il est brillant, éthique, attentionné. Il a fait une terrible erreur, et je ne pouvais pas laisser ça ruiner toute sa vie. Sophia s'assit à nouveau sur le banc, sa colère se dégonflant en confusion. Mais pourquoi ne pas simplement rembourser l'argent si ta famille est si riche? Parce que mon père ne savait pas. Ne sait toujours pas. Si Robert avait découvert que Lucas avait détourné de l'argent, ça l'aurait tué. Pas financièrement, émotionnellement. Il est si fier de Lucas, si sûr d'avoir élevé des fils avec intégrité et honneur. Découvrir que l'un de nous était un voleur aurait brisé son cœur. Alors tu l'as laissé penser que c'était toi le voleur. Mieux moi que Lucas. J'étais déjà la déception. Le fils qui ne pouvait pas se poser, ne pouvait pas trouver de direction, ne pouvait pas sembler à la hauteur du nom Harlan. Au moins comme ça, Lucas pouvait encore être l'enfant d'or. Sophia le fixa, essayant de réconcilier cette histoire avec tout ce qu'elle pensait savoir. Et le mariage? Où est-ce que j'entre en jeu? James resta silencieux un long moment. Quand je suis sorti de prison il y a 6 mois, mon père a clairement fait comprendre que je devais prouver que j'avais changé, que je devais démontrer de la stabilité, de la maturité, de la responsabilité. Il a fixé des conditions pour que j'accède à mon fonds fiduciaire, le mariage en étant une. Alors, tu as trouvé la femme la plus désespérée et reconnaissante possible et lui a fait une offre qu'elle ne pouvait refuser? Non. La voix de James était féroce. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Parce que de là où je suis, on dirait que tu as identifié quelqu'un de assez vulnérable pour accepter tes conditions et assez naïf pour ne pas poser trop de questions. J'étais censé épouser Beatrice Whitmore. Listen to Sophia Siglass. Whitmore, comme l'homme qui vient de nous humilier devant 200 personnes? Sa fille. Tout était arrangé. Une fusion de 2 familles riches, une façon pour moi de prouver que je pouvais prendre des décisions responsables tout en aidant les intérêts commerciaux Harlan. Béatrice et moi nous connaissons depuis l'enfance. Nos familles sont amies depuis des décennies, et elle était parfaitement prête à entrer dans un mariage de convenance. Alors, qu'est-ce qui a changé? James se tourna pour la regarder et l'expression dans ses yeux fit bondir son cœur. Je t'ai rencontré, Sophia. 3 semaines avant que je sois censé demander Béatrice en mariage, je déjeunais dans ce café de la 5e rue. J'y allais tous les jours depuis des mois parce que c'était le seul endroit où personne ne savait qui j'étais, où je pouvais juste m'asseoir et penser sans être l'héritier Harlan, ou l'ex-détenu ou la déception de quelqu'un. Il se pencha en avant, coude sur les genoux, perdu dans le souvenir. Et puis tu es entré. Tu te disputais avec quelqu'un au téléphone, ton propriétaire, je pense, à propos de l'argent du loyer. Tu essayais de baisser la voix, mais tu étais clairement stressé, clairement en difficulté. Et quand tu as raccroché, tu t'es assise là une minute l'air si vaincu. Tu m'observais. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il y avait quelque chose en toi qui m'attirait. Tu semblais porter le poids du monde, mais tu le faisais avec une telle grâce. Et puis ton téléphone a sonné à nouveau. C'était l'hôpital appelant pour ta grand-mère et je t'ai vu te transformer. La voix de James devint plus douce. Tout ce stress, toute cette inquiétude pour l'argent et le loyer, tout a disparu au moment où tu as entendu que ta grand-mère était en difficulté. Tu n'as pas réfléchi à 2 fois à tout lâcher pour aller vers elle. Tu ne t'es pas plainte du coût ou de l'inconvénient. Tu l'aimais juste complètement, sans égoïsme, sans réserve. Je ne comprends toujours pas comment ça a mené à notre mariage. Je t'ai suivi jusqu'à l'hôpital. Sophia le fixa. Tu as fait quoi? Je sais comment ça sonne, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à toi. Je suis resté dans la salle d'attente de l'hôpital pendant des heures, te regardant faire les 100 pas et pleurer et essayer de réconforter ta grand-mère. Je t'ai vu te disputer avec les médecins sur les plans de paiement. Te voyant appeler tout le monde que tu connaissais pour emprunter de l'argent. Te voyant vendre tes bijoux à un courtier en prêt sur gage dans le hall de l'hôpital. Tu as vu tout ça, et je suis tombé amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme un pont qu'aucun d'eux ne savait comment traverser. C'est impossible, murmura Sophia. Tu ne me connaissais même pas. Je savais tout ce que j'avais besoin de savoir, je savais que tu sacrifierais tout pour les gens que tu aimes. Je savais que tu avais plus de force dans ton petit doigt que moi dans tout mon corps. Je savais que tu étais exactement le genre de personne que je voulais devenir. Alors, tu as fabriqué une crise pour t'insérer dans ma vie. J'ai demandé à Victoria de t'approcher avec la proposition de mariage. Sophia sentit comme si on l'avait giflée. Tu as demandé à Victoria? Comment la connais-tu même? Elle travaille pour une entreprise de traiteurs qui a fait des événements pour notre famille. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de trouver quelqu'un à épouser qui n'était pas de mon cercle social habituel, quelqu'un de authentique et gentil,
elle a mentionné que sa belle-fille était dans une situation désespérée. Oh mon Dieu! Sophia mit sa tête dans ses mains. Alors Victoria n'a pas trouvé. Toi par hasard, via une connexion familiale Arlan. Tu l'as spécifiquement cherché parce que tu me traquais à l'hôpital. Je ne te traquais pas. J'étais inspiré par toi. Sophia, pendant 3 ans en prison, j'ai pensé à quel genre d'homme je voulais être en sortant. J'avais toutes ces idées sur l'honneur et le sacrifice et mettre la famille en premier, mais c'était juste des idées jusqu'à ce que je te voie les vivre. Ça ne rend pas ça mieux, James. Choran Chopile. Tu as manipulé une femme en deuil et désespérée pour qu'elle t'épouse parce que tu avais une sorte de fantasme romantique sur qui j'étais. Ce n'était pas un fantasme. James se rapprocha d'elle sur le banc. Tout ce que j'ai appris sur toi depuis n'a fait que confirmer ce que j'ai vu ce jour-là. Tu es extraordinaire, Sophia. Tu es tout ce que j'ai dit que tu étais et plus. Mais tu as menti sur tout le reste. L'histoire de la prison, la déception familiale, avoir besoin du mariage pour accéder à ton héritage. L'histoire de la prison est vraie. Tout sur Lucas est vrai. La déception est vraie. La voix de James devint calme. Le seul mensonge était sur le besoin du mariage pour des raisons financières. J'ai accès à mon fonds fiduciaire que je sois marié ou non. Mon père a suggéré le mariage comme moyen de prouver la stabilité, mais ce n'était pas une exigence. Alors pourquoi? Parce que je voulais t'épouser. Parce que dès le moment où je t'ai vu à l'hôpital, je savais que je voulais passer ma vie à essayer d'être digne de quelqu'un comme toi. Parce que j'étais un lâche qui ne savait pas comment t'approcher. Honnêtement, Sophia se leva à nouveau, s'éloignant de lui. As-tu la moindre idée de ce que ça fait? Je pensais sauver la vie de ma grand-mère en épousant quelqu'un qui avait autant besoin de moi que moi de lui. Je pensais que nous nous aidions mutuellement. Je pensais que tu pensais... Quoi? Je pensais que tu tombais amoureux de moi, aussi, admit-elle doucement. Je pensais que ce qui se passait entre nous était réel. Chalest. Comment peut-il l'être quand il est construit sur des mensonges? Parce que mes sentiments sont réels. Parce que la façon dont tu me donnes envie d'être un meilleur homme est réelle. Parce que quand je suis avec toi, j'oublie l'argent et le statut social et les attentes familiales. Et je suis juste. Moi, la meilleure version de moi. Mais je ne suis pas la meilleure version de moi. Sophia tourna sur elle-même pour lui faire face. Je suis la version de moi qui était si désespérée et effrayée que j'ai accepté d'épouser un inconnu. Je suis la version qui était reconnaissante pour chaque miette d'affection, chaque indice que quelqu'un comme toi pouvait vouloir quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi. Riche, puissant, sophistiqué, beau. Savoy Xebrisa. J'ai marché dans le manoir de ta famille en me sentant comme une impostrice, essayant si fort d'être digne de leur acceptation. Et tout le temps tu t'encanaillais avec la fille pauvre parce qu'elle te rappelait un idéal noble. Ce n'est pas. Si, James, tu es tombé amoureux d'une idée de moi, pas de la vraie moi. La vraie moi est désordonnée et insécure et complètement hors de son élément dans ton monde. La vraie moi vérifie son compte bancaire 3 fois avant d'acheter un café et fait du shopping dans les magasins d'occasion et n'a jamais possédé quoi que ce soit qui coûte plus de $50. Et j'aime tout ça chez toi. Tu aimes la nouveauté de ça. Tu aimes comment ça te fait te sentir généreux et protecteur et nécessaire. Mais que se passe-t-il quand la nouveauté s'estompe? Que se passe-t-il quand tu réalises que je ne rentre pas dans ton monde? Que je ne le ferai jamais? Que toutes les robes de créateur et l'acceptation familiale du monde ne changeront pas le fait que nous venons d'univers complètement différents. James se leva et marcha vers elle, s'arrêtant juste assez près pour qu'elle puisse voir la douleur dans ses yeux. Ce qui se passe, c'est que nous construisons notre propre monde ensemble. Comment? Je ne sais pas encore, mais je sais que je veux essayer. Je sais que la dernière semaine avec toi a été la plus heureuse que j'ai été depuis des années. Je sais que quand tu m'as souri pendant notre première danse ce soir, j'ai oublié que 200 personnes nous regardaient parce que tout ce que je pouvais voir c'était toi. James, je sais que quand tu as donné ce discours sur se choisir mutuellement chaque jour, je voulais rendre cette promesse réelle. Je voulais me lever devant tout le monde et dire que oui, je te choisis chaque jour pour le reste de ma vie. Tu ne peux pas me choisir. Tu ne sais même pas qui je suis vraiment. Alors dis-moi, montre-moi. Laisse-moi t'apprendre, la vraie toi, sans contrat ou arrangement ou limite de temps. Et ta famille? Et Béatrice Whitmore et les fusions familiales et les attentes commerciales? Je m'occuperai de ma famille. Quant à Béatrice, James sourit légèrement. Elle est en fait soulagée. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre depuis des mois, mais avait trop peur de décevoir son père. Mon retrait de notre arrangement lui donne la liberté de suivre son cœur. Alors, tout le monde gagne sauf moi. Que veux-tu dire? Je veux dire, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. Je suis tombé amoureux de James Harlan, mauvais garçon réformé essayant de se prouver à sa famille, pas James Harlan, héritier multimillionnaire, jouant avec la vie des gens parce qu'il s'ennuie. Je suis la même personne. Non, tu ne l'es pas. L'homme dont je suis tombée amoureuse comprenait ce que ça faisait de lutter, de s'inquiéter pour l'argent, de sentir qu'il fallait prouver sa valeur.
L'homme dont je suis tombée amoureuse m'a construit une bibliothèque parce qu'il comprenait ce que ça faisait de ne pas pouvoir se permettre les choses dont on avait besoin. J'ai bien construit une bibliothèque pour toi. Elle sera toujours livrée demain. Construite par qui? Toi? Dans un atelier ou commandée à un artisan coûteux parce que c'était un geste mignon. James resta silencieux un long moment. Je l'ai construite moi-même dans le garage de Lucas. Ça m'a pris 3 semaines parce que je n'arrêtais pas de me tromper dans les mesures et devais recommencer. Pourquoi? Parce que je voulais te faire quelque chose de mes propres mains. Parce que je voulais te donner quelque chose qui comptait, quelque chose qui prenait de l'effort et de la pensée et du soin. Mais tu aurais pu m'acheter une bibliothèque entière sans y penser à 2 fois. J'aurais pu, mais ça n'aurait rien voulu dire. La construire moi-même, apprendre une nouvelle compétence, passer du temps à penser à ce dont tu avais besoin et comment le créer, ça voulait dire quelque chose. Sophia sentit des larmes monter à ses yeux. Je ne sais plus ce qui est réel, James. Je ne sais plus à quoi croire. Croix. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en bois. Ça, c'est réel. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Avec des doigts tremblants, Sophia ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, pas le diamant coûteux de leur contrat de mariage, mais quelque chose de complètement différent. C'était une simple alliance faite de ce qui semblait être du bois récupéré avec une petite pierre parfaitement imparfaite sertie au centre. Je l'ai fait, dit doucement James. L'alliance est faite du bois restant de ta bibliothèque. La pierre est un morceau de verre de mer que j'ai trouvé sur la plage où j'allais quand j'avais besoin de penser pendant les parties les plus dures de ma peine de prison. Elle est belle, murmura-t-elle. Elle ne vaut rien financièrement. N'importe quel bijoutier en rirait. Mais elle est réelle, Sophia. Elle est honnête. Elle est faite de morceaux de ma vraie vie, pas de mon compte en banque. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que je veux te demander de m'épouser. Vraiment m'épouser. Pas à cause de contrats ou d'arrangements ou de pression familiale, mais parce que je t'aime. La vraie toi. La femme qui se dispute avec les propriétaires pour le loyer et vend ses bijoux pour payer les médicaments de sa grand-mère et fait tomber amoureuse d'elle une salle entière d'étrangers en un seul discours. James, je sais que je t'ai menti. Je sais que j'ai manipulé la situation pour te rencontrer. Je sais que j'ai beaucoup à rattraper, mais je sais aussi que ce qu'il y a entre nous est réel. Même si la façon dont nous sommes arrivés ici n'était pas entièrement honnête, comment peux-tu en être sûr? Parce que tu aurais pu dire n'importe quoi pendant ce discours ce soir. Tu aurais pu donner des remarques polies génériques sur être heureuse de rejoindre la famille. Au lieu de cela, tu as parlé de ton cœur sur le choix et la croissance et devenir la meilleure version de soi-même. Ce n'était pas faux, Sophia. C'était réel. Et quand je me suis enfui tout à l'heure, c'était réel aussi. C'était la chose la plus réelle de toutes. Tu t'es enfui parce que tu étais blessé. Parce que tu te sentais trahi. Parce que ce que nous avons compte assez pour toi pour que les mensonges ressemblent à une trahison. Sophia regarda à nouveau la bague. Ce symbole imparfait fait main de quoi? Amour, espoir, un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Ça dépend de toi. Je ne sais pas comment te faire confiance à nouveau. Alors ne le fais pas. Pas encore. Mais donne-moi une chance de la regagner. Comment? Laisse-moi te montrer qui je suis vraiment. Laisse-moi te présenter le vrai James Harlan. Pas l'héritier ou l'ex-détenu ou la déception familiale, mais l'homme qui construit des meubles et rend visite à sa grand-mère tous les dimanches. Et qui fait du bénévolat dans un programme d'alphabétisation pour ex-délinquants depuis les 6 derniers mois. Tu fais du bénévolat dans un programme d'alphabétisation tous les mardis et jeudis. C'est là que j'ai eu l'idée de t'approcher. En fait, travailler avec des gens qui essaient de reconstruire leur vie après avoir fait des erreurs m'a fait penser aux secondes chances, à la rédemption, au genre de personne que je voulais devenir. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je voulais que tu me vois comme quelqu'un digne de toi avant de me voir comme quelqu'un essayant de devenir digne de toi. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant la fontaine et les sons distants de la fête continuant à l'intérieur du manoir. Sophia tourna l'anneau en bois dans ses mains, pensant à tout ce qui s'était passé, tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle ne savait toujours pas. La fête de fiançailles, dit-elle soudain. Je me suis enfuie devant 200 personnes. Ta famille, tes amis, associés d'affaires se demandent probablement si tu vas bien et espèrent que je m'excuse appropriately. Ne t'inquiètes-tu pas du scandale? De ce que les gens penseront? La seule personne dont l'opinion m'importe est la tienne. Et ton père? Ta famille? Ils comprendront éventuellement. Et s'ils ne le font pas, James haussa les épaules. Alors je m'en occuperai aussi. Tu risquerais ta relation avec ta famille pour moi. Sophia, j'ai passé 3 ans en prison pour protéger les sentiments de ma famille. Je pense que je peux gérer de les décevoir si ça signifie ne pas te perdre. Tu ne m'as pas perdu, dit-elle doucement. Vraiment? Elle le regarda. Vraiment le regarda. Ses cheveux étaient encore ébouriffés, son smoking froissé, sa composure habituellement parfaite complètement brisée. Il semblait vulnérable, plein d'espoir, terrifié. Il semblait humain. Je suis en colère, dit-elle enfin. Je suis blessée.
Je me sens manipulé et menti et complètement hors de mon élément. Je comprends, mais je... Elle s'arrêta, essayant de trouver les bons mots. Je ne peux pas non plus imaginer revenir à ma vie avant toi. Je ne peux pas imaginer ne pas voir ton visage tous les matins ou ne pas avoir ta famille me traiter comme si j'appartenais quelque part. Je ne peux pas imaginer ne pas construire quelque chose ensemble, même si je ne sais pas encore ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de temps, du vrai temps, pas du temps de contrat. Du temps pour découvrir qui tu es vraiment et qui je suis vraiment et si ces deux personnes peuvent vraiment fonctionner ensemble. Combien de temps? Je ne sais pas. Des mois peut être plus. Et d'ici là? D'ici là, nous recommençons. Pas de contrat, pas d'arrangement, pas de pression familiale, juste des rendez-vous, apprendre à se connaître honnêtement. J'aimerais ça, dit doucement James. Avec quelques conditions. Tout ce que tu veux. Plus de mensonges jamais. Même les petits. Même ceux que tu penses me protéger. D'accord. Plus de prendre des décisions pour moi. Si tu veux faire quelque chose de gentil, demande-moi d'abord. Si tu veux aider avec quelque chose, parle-moi. D'accord. Et plus de te cacher derrière ce que tu penses que je veux entendre. Je veux savoir pour ton argent, les attentes de ta famille, ta vraie vie, tout, même les parties laides. Surtout les parties laides. James sourit et pour la première fois depuis que cette conversation avait commencé, cela atteignit ses yeux. Dans ce cas, il y a autre chose que je devrais te dire. Quoi encore? Je déteste l'opéra. Je suis terrible en small talk. Je n'ai aucune idée de comment utiliser la plupart des appareils dans ma cuisine, et une fois je me suis perdu dans ma propre maison pendant 45 minutes. Malgré tout, Sophia se surprit à rire. Sérieusement? Sérieusement. Lydia a fait déplacer des murs pendant que j'étais en prison. Et quand je suis revenu, je n'ai pas pu trouver la bibliothèque pendant une bonne heure. C'est en fait plutôt attachant. Vraiment? Ça te rend plus humain. Moins comme un prince parfait qui a tout compris. Je n'ai définitivement pas tout compris, surtout en ce qui te concerne. Bien. Moi non plus je n'ai rien compris. Peut-être que nous pourrons le découvrir ensemble. Jaime Reisbeukos. Ils restèrent assis ensemble sur le banc, pas tout à fait en contact, mais pas tout à fait séparés, pendant que la fête continuait à l'intérieur et que les étoiles tournaient au-dessus de leur tête. Après un moment, Sophia glissa l'anneau en bois à son doigt, pas à l'annulaire, mais à la main droite, comme une promesse d'essayer, plutôt qu'une promesse de mariage. Nous devrions rentrer, dit-elle finalement. Les gens s'inquiètent probablement. Es-tu prête à leur faire face? Es-tu avec moi? Je suis prête à tout. En marchant vers le manoir, Sophia aperçut leur reflet dans les portes-fenêtres. Ils avaient l'air d'avoir traversé une tempête, ébouriffés, émus, un peu abîmés. Mais ils avaient aussi l'air de s'appartenir, comme deux personnes qui s'étaient trouvées malgré des obstacles impossibles, et qui étaient déterminées à faire fonctionner les choses. James. Oui. Quand tout ça sera fini, les explications, les discussions familiales, la découverte de ce qui vient ensuite, je veux voir cette bibliothèque. Elle n'est pas très bonne. Les coins sont un peu inégaux, et je n'ai pas réussi à faire la teinture correctement, je m'en fiche. Je veux voir ce que tu as construit pour moi. D'accord. Et je veux visiter ton programme d'alphabétisation. Je veux rencontrer les gens avec qui tu travailles et comprendre ce que ça signifie pour toi. J'adorerais. Et je veux apprendre sur les affaires de ta famille et ton fonds fiduciaire et ce que signifie être un héritier Harlan en termes pratiques, c'est incroyablement ennuyeux. Je m'en fiche aussi de ça. En arrivant aux portes-fenêtres, James s'arrêta et se tourna vers elle. Sophia, oh oui. Merci pourquoi? Pour t'être enfui, pour m'avoir fait te poursuivre? Pour avoir exigé la vérité? Pour m'avoir donné une chance de te mériter correctement au lieu d'essayer de te gagner avec des circonstances. Merci de m'avoir poursuivi et d'avoir construit une bibliothèque pour moi et d'avoir été assez courageux pour me dire la vérité même quand c'était dur. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit là, dedans? La vérité, que nous recommençons, que nous allons prendre notre temps et faire ça correctement, et les fiançailles en suspens jusqu'à ce que nous soyons sûrs de nous fiancer pour les bonnes raisons. Je peux vivre avec ça. Bien, parce que je prévois de te faire travailler pour ça. J'aillerai. En ouvrant les portes et en entrant dans la lumière chaude et le chaos doux de la fête, Sophia réalisa que pour la première fois depuis que cette aventure avait commencé, elle n'avait pas peur de ce qui venait ensuite. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait leur avenir, mais elle savait qu'il serait construit sur l'honnêteté, le choix, et le genre d'amour assez fort pour survivre au mensonge comme à la vérité. Dès qu'ils entrèrent dans la salle de bal, Lydia apparut comme si elle attendait près des portes. Son mascara était légèrement coulé, et elle semblait plus inquiète que Sophia ne l'avait jamais vue. « Oh, chérie !» Lydia enveloppa immédiatement Sophia dans une étreinte féroce. « Ça va ?» Quand cet horrible homme Whitmore a dit ces choses, Robert voulait le jeter dehors immédiatement, mais nous n'étions pas sûrs si tu voudrais qu'on fasse une plus grande scène. « Je vais bien, dit Sophia, surprise de combien elle le pensait vraiment. « Nous allons bien. »
Lydia recula et étudia attentivement leurs deux visages. « Tu as pleuré ?» dit-elle à Sophia, puis se tourna vers James. « Et toi, on dirait que tu es passé dans un hachoir émotionnel. »« Tante Lydia, começa James, mas ele leva la main. » « Avant que tu dises quoi que ce soit, je veux que tu saches que la moitié des invités sont déjà partis, ce qui est probablement pour le mieux, et l'autre moitié est dans la bibliothèque en train d'exiger de savoir s'ils doivent appeler des avocats ou planifier un mariage. »« Qu'est-ce que tu leur as dit ?» demanda Sophia. « Que l'amour jeune est compliqué, et qu'ils devraient s'occuper de leurs affaires. » L'expression de Lydia s'adoucit. « Mais j'aimerais savoir à quoi nous avons affaire. Vous êtes ensemble ou pas ?» Sophia regarda James, puis Lydia. « Nous le découvrons. Ce qui veut dire, dit James en prenant la main de Sophia, que nous recommençons. Plus de contrat, plus d'arrangement. Nous allions sortir ensemble. Vraiment sortir ensemble. Apprendre à nous connaître sans pression ni délai. » Le visage de Lydia s'illumina d'un lent sourire. « Eh bien, c'est la chose la plus sensée que l'un de vous ait dite depuis que tout ce business a commencé. Tu n'es pas déçu ?» demanda Sophia pour les fiançailles reportées. « Déçu ? Chérie, je suis ravie. » Lydia frappa dans ses mains. « As-tu la moindre idée de la rareté de voir deux personnes se battre vraiment pour leur relation au lieu d'accepter simplement ce qui est pratique ? La plupart des couples de votre âge auraient soit fui dans des directions opposées, soit fait comme si rien n'était arrivé. » Robert apparut à côté d'eux, toujours élégant malgré le drame de la soirée. « Les invités restants demandent s'il y aura une annonce, » dit-il doucement. « Il y en a une. » dit fermement James. Il marcha vers la petite scène où le micro était encore et le tapa doucement. La foule restante, être 50 personnes maintenant, tourna son attention vers lui. « Mesdames et messieurs, je vous dois des excuses pour la perturbation de ce soir. » Sa voix était claire, confiante. « Et je vous dois une explication. » La salle devint complètement silencieuse. « Certains d'entre vous me connaissent depuis que j'étais enfant. Vous m'avez vu faire des erreurs, de mauvais choix, et vous m'avez vu essayer d'en tirer des leçons. Ce soir, vous avez été témoin de la conséquence d'un de ces mauvais choix, le choix de commencer une relation importante avec de la malhonnêteté. » Sophia observa depuis le côté de la salle, étonnée par sa composure. Sophia Bennett est la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Elle mérite l'honnêteté, le respect, et le genre d'amour construit sur la vérité plutôt que sur la convenance. Je n'ai pas réussi à lui donner ces choses dès le début, et ce soir elle m'a appelé sur cet échec. Il la regarda directement en continuant. Alors, nous recommençons. Ok. Pas de contrat, pas d'arrangement, pas d'attente familiale ou de considération commerciale. Juste deux personnes qui se soucient assez l'une de l'autre pour faire ça correctement. Il sourit. Ce qui veut dire que vous serez probablement invité à une autre fête dans quelques mois quand nous nous fiancerons pour de vrai. Les invités restants éclatèrent en applaudissements et rires. Quelqu'un cria, il était temps. Et une autre voix ajouta, on l'aime mieux que Béatrice de toute façon. Quand James quitta la scène, Lucas et Ethan s'approchèrent d'eux avec des sourires. Eh bien, c'était dramatique, dit Lucas, en riant et en donnant une tape légère sur l'épaule de James. Mais je dois dire, ton discours sur l'honnêteté était assez impressionnant. Béatrice va être soulagée, ajouta Ethan. Elle a passé la soirée à envoyer des messages à son petit ami. Son petit ami ? Demanda Sophia. Henry Lawson. Ils sortent secrètement ensemble depuis 8 mois, expliqua Lucas. Elle avait terriblement peur de dire à son père parce qu'il avait mis son cœur sur une fusion avec les affaires familiales Harlan. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda Sophia à James. Rien de dramatique. Les Whitmore et Harlan resteront amis et partenaires commerciaux. Béatrice sera libre d'épouser qui la rend heureuse, et moi aussi. Et les attentes commerciales familiales. Robert s'avance. Ma chère, la seule attente que j'ai pour mes fils est qu'ils soient de bons hommes qui contribuent quelque chose de positif au monde. James le fait depuis longtemps avant ce soir. Même avec la peine de prison. Surtout à cause de la peine de prison, dit fermement Robert. Prendre la responsabilité des erreurs de quelqu'un d'autre, protéger la famille au coût personnel, ce sont des valeurs Harlan. Je n'ai jamais été plus fier de lui. Sophia sentit à nouveau des larmes piquer ses yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Greta apparut avec une assiette de nourriture. « Vous n'avez rien mangé de la soirée ?» gronda-t-elle. « Asseyez-vous, mangez quelque chose, et arrêtez d'être si dramatique. » Ils se retrouvèrent à une petite table dans le coin avec Lydia, Robert, Lucas et Ethan. La conversation coula facilement. Histoire sur les désastres familiaux Harlan de l'enfance, questions sur le travail de Sophia à la bibliothèque, taquinerie gentille sur les compétences en menuiserie de James. Il l'a vraiment construite lui-même, cette bibliothèque, confirma Lucas. J'ai des photos de lui couverts de sciure, jurant sur le manuel d'instruction. Il y avait un manuel d'instruction ? Demanda Sophia. En quelque sorte. J'ai être imprimé des plans d'internet et ensuite complètement ignoré, admit James. C'est pourquoi ça a pris 3 semaines au lieu de 3 jours, ajouta Ethan avec un sourire.
Alors que la soirée s'achevait et que les derniers invités partaient, la famille Harlan se rassembla dans la bibliothèque pour ce que Lydia appela une vraie réunion de famille. Maintenant que le drame est fini, dit Lydia en s'installant dans son fauteuil préféré, nous devons discuter de questions pratiques comme. Sophia demanda, où vous allez vivre pendant cette période de connaissance mutuelle, dit Robert. Le manoir est charmant, mais probablement pas le meilleur environnement pour développer une relation normale. Jeep and Size, dit James. Il y a un petit appartement au-dessus du garage que nous utilisions pour les invités avant de rénover la maison principale. Il a sa propre entrée, cuisine, tout ce dont vous auriez besoin. Tu pourrais y vivre séparément de moi pendant que nous découvrons les choses. Et toi, où vivrais-tu? Je pensais prendre mon propre endroit, quelque chose de plus petit, plus normal. J'ai regardé des appartements dans le Queens, en fait près du quartier de ta grand-mère. Sophia le fixa. Tu veux déménager dans le Queens? Je veux vivre dans le monde réel. J'ai passé trop d'années isolé par l'argent et les connexions familiales. Si nous allons construire quelque chose de réel ensemble, je dois comprendre à quoi ressemble vraiment la vie réelle. Mais ta famille, tes responsabilités commerciales, tout peut être géré depuis le Queens aussi facilement que depuis Manhattan, intervint Robert. En fait, ça pourrait lui faire du bien d'avoir un peu de distance avec les affaires familiales pendant qu'il trouve son propre chemin. Et ton travail bénévole? Demanda Sophia. Le programme d'alphabétisation se réunit à Brooklyn. Le Queen serait en fait plus pratique. Leia se penchanawant. Et toi, chérie? De quoi as-tu besoin pour te sentir à l'aise pendant cette transition? Sophia y pensa. Du temps avec ma grand-mère. Elle sort de l'hôpital la semaine prochaine et aura besoin d'aide pendant sa récupération. Bien sûr, dit immédiatement James, tout ce dont elle a besoin. Et je veux continuer à travailler. J'aime mon travail à la bibliothèque et je ne veux pas perdre mon indépendance. Absolument. Et je veux rencontrer tes amis, tes vrais amis, pas juste la famille et les associés d'affaires. James sembla légèrement gêné. Je n'ai en fait pas beaucoup de vrais amis. La prison et le scandale familial ne sont pas géniaux pour maintenir un cercle social. Alors nous ferons de nouveaux amis ensemble. Jaime Rice. Lydia frappa dans ses mains. C'est merveilleux. Une vraie cour comme les choses devraient se faire. Tante Lydia, avertit James. Pas d'ingérence. Je n'en rêverai pas. L'expression innocente de Lydia ne trompa personne, bien que je pourrais occasionnellement demander comment ça va. Et par occasionnellement, elle veut dire quotidiennement, ajouta Lucas avec un sourire. Hebdomadairement au maximum, protesta Lydia. Alors que la famille se dispersait et commençait à nettoyer les restes de la fête, Sophia se retrouva seule avec James dans le conservatoire, entourée des orchidées primées de Lydia. « Es-tu sûr de ça ?» demanda-t-elle. Déménager dans le Queens, recommencer, prendre le temps de sortir correctement, ce n'est pas exactement la vie à laquelle tu es habitué. C'est exactement la vie que je veux, dit fermement James. Sophia, j'ai eu de l'argent et des privilèges toute ma vie, et je n'ai jamais été aussi heureux que cette dernière semaine avec toi. Même avec tout le drame et les complications, surtout avec le drame et les complications, il prouve que ça compte, que nous sommes tous les deux prêts à nous battre pour ça. Et ta famille, es-tu sûr qu'ils sont vraiment d'accord avec toute cette incertitude? Ils t'aiment? Ils t'ont aimé depuis la première nuit où tu es entré dans cette maison et as traité Greta comme de la famille et écouté les histoires ennuyeuses de droit de l'oncle Lucas comme si elles étaient fascinantes. Elles ne sont pas ennuyeuses. Elles le sont absolument. Mais tu l'as fait se sentir entendu et apprécié quand même. C'est qui tu es, Sophia. C'est pourquoi tout le monde qui te rencontre tombe un peu amoureux de toi. Pas tout le monde. Tout le monde qui compte. Ils restèrent silencieux parmi les orchidées et Sophia réalisa que malgré tout ce qui s'était passé, les mensonges, les révélations, l'humiliation publique, elle se sentait paisible, pleine d'espoir même. Quand commençons nos? Demanda-t-elle. Comment c'est quoi? Cette vraie cour, cette connaissance honnête mutuelle. Praitz, que dirais-tu de demain? Je viendrai te chercher à ton appartement, ton vrai appartement, et nous irons voir ta grand-mère ensemble. Ensuite être un dîner quelque part de normal où je ne peux pas utiliser mon nom de famille pour avoir une table. Tu pourrais devoir attendre une table comme une personne normale. J'aillerai. Et après ça? Après ça, nous prenons ça un jour à la fois. Une conversation, un rendez-vous, un moment honnête à la fois. Plus de mensonges. Plus de mensonges. Plus de manipulation ou de circonstances arrangées. Juste moi te demandant si tu aimerais dîner et toi disant oui ou non selon si tu veux vraiment passer du temps avec moi. Ça semblait terrifiant. Pourquoi? Parce que tu pourrais décider que tu n'aimes pas vraiment le vrai moi. Ou je pourrais décider que je n'aime pas vraiment le vrai toi. C'est possible, admet James. Mais je pense qu'il est plus probable que nous découvrions que nous nous aimons encore plus que nous le pensions. Comment peux-tu être si confiant? Parce que le vrai toi s'est disputé avec moi dans un parking d'hôpital sur si j'étais trop présomptueux. Le vrai toi a dit à toute ma famille exactement ce que tu pensais de l'amour et du choix et devenir de meilleures personnes.
Le vrai toi s'est enfui d'une fête parce que tes sentiments étaient blessés, ce qui signifie que tes sentiments étaient assez réels pour être blessés. Et le vrai toi? Le vrai moi a passé 3 ans en prison à lire des livres sur la fabrication de meubles pour pouvoir construire quelque chose de beau pour quelqu'un à qui je n'avais jamais parlé. Le vrai moi fait du bénévolat avec des ex-délinquants parce que je crois que les gens peuvent changer et grandir. Le vrai moi est tombé amoureux d'une femme qui vendait ses bijoux pour sauver sa grand-mère et a su immédiatement que je voulais passer ma vie à essayer de mériter quelqu'un d'aussi altruiste. Sophia sentit son cœur bondir à nouveau, comme quand il avait mentionné pour la première fois le bleu de ses yeux. Comme pendant leur danse, comme à chaque fois qu'il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. D'accord, dit-elle doucement. D'accord, essayons ça. La version honnête sans contrat. Es-tu sûr? Non, mais je suis sûr de vouloir découvrir ce qui se passe si nous le faisons. James sourit et cette fois c'était le sourire dont elle était tombée amoureuse. Authentique, chaleureux, un peu nerveux, complètement réel. Dans ce cas, Sophia Bennett, aimerais-tu dîner avec moi demain soir? Oui, James Harlan, j'aimerais beaucoup dîner avec toi demain soir. Et ça ressemblait au début de quelque chose de réel.